Assez de... Très bien. Bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Serena et j'adore travailler avec les collectifs, les accompagner dans le cadre de mon travail, notamment donc les collectifs d'habitants. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mika Sen et Anne pour Coucou. parler. Coucou, bienvenue. Pour parler d'un argument que tout habitat ou projet collectif c'est une question qui va se poser un moment sur la question de la gouvernance. Donc aujourd'hui, on a Mika qui est accompagnateur et habitant d'un habitat participatif, qui va nous parler de sa propre expérience et Anne qui accompagne la prise de décision de la gouvernance intégrative et qui va nous parler de ces outils et de comment tout ça, ça peut être vraiment utile pour un projet collectif. Bonjour Mika, bonjour Anne. Hello. Quelques mots pour vous présenter maintenant. Mika, tu veux commencer? Allez, c'est parti. J'ai une formation de base de juriste, puisque j'ai une maîtrise de droit des affaires. J'ai développé une entreprise familiale jusqu'à 250 collaborateurs. Et aujourd'hui, j'habite dans une coopérative d'habitants dans le sud-ouest, à Argombat, qui est un petit paradis. Et j'ai vraiment la joie d'accompagner des projets de coopératives d'habitants depuis 12 ans et également initiateur de la commutatrice qui regroupe les habitats participatifs pour mutualiser leur énergie. J'ai fait pas mal aussi durant cette période-là. J'ai contribué à des conciliations dans divers écolieux, dans divers projets, et notamment le hameau des Buis, où j'ai permis de résoudre les procès qu'il y avait dans cet écolieu. Et ça m'a montré l'importance en fait des processus de décision qui peuvent amener en fait beaucoup de souffrance. C'est des moments clés, les décisions, et d'où l'importance de la gouvernance. Voilà, j'ai dit. Super, merci de cette introduction, Mika. Et la parole maintenant à Anne. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Anne Lauvergeat. Moi, ma formation de base, c'était professeure des écoles. J'ai enseigné pendant plus d'une vingtaine d'années à des enfants. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était plus la place que j'avais envie d'avoir, que c'était plus là que je voulais être. Et j'avais un petit peu envie d'aller me tourner vers le monde des adultes et d'aller transmettre des choses autour de la coopération et d'en faire ensemble qui serait différent. À ce moment-là de ma vie, j'ai donc pris pas mal de décisions, notamment celle de rejoindre un habitat participatif. Donc moi, je vis à l'éco-hameau de Verfeil, qui est dans le Tarn-et-Garonne, où premier défi que j'ai relevé, ça a été d'autoconstruire ma maison en bois, en paille, en terre. Donc ça a été un gros projet, on va dire, personnel. Et ensuite, la découverte de la vie collective au milieu d'un collectif d'habitants. Euh, et c'est à ce moment-là vraiment que moi, j'ai découvert ce que ça pouvait être que la gouvernance. C'était pas forcément un mot qui était dans mon vocabulaire du quotidien. Et je l'ai découvert euh, exactement à un moment donné. J'ai trouvé ça merveilleux de vivre en collectif. J'ai trouvé que c'était trop bien, ces cercles où on décidait ensemble et il y avait une énergie qui était incroyable. Mais de temps en temps, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. À la fin du cercle, on n'était pas bien, les émotions étaient exacerbées et voilà, il y avait des tas de choses qui se passaient et ça m'a vraiment donné cet élan d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et c'est là où j'ai voulu comprendre ce que c'était que la gouvernance, vraiment le comment on fait quand on veut décider à plusieurs. Et là, j'ai exploré, j'ai fait quelques lectures, j'ai cherché pas mal de choses, j'ai fait des rencontres et je suis allée me former en gouvernance intégrative. Et c'est comme ça que depuis, je suis devenue accompagnatrice dans ce domaine.
Super. Très bien, bah, très bonne entrée en matière. J'ai envie de commencer par une question que je vais poser à Mika du fait de ton expérience de 12 ans dans ce milieu. Anne, elle nous a dit un petit peu que la gouvernance fait partie du quotidien d'un habitat participatif. Voilà. Est-ce que pour toi, Mika, la gouvernance est un pilier au même titre que les connaissances qu'il faut avoir en termes juridiques et financiers pour, pour un habitat, pour créer un habitat, quoi. Hmm. Oui, c'est vraiment un des quatre piliers pour moi importants pour maintenir un projet, pour pérenniser un projet. Euh, et c'est un pilier qui se vit quotidiennement. Hmm. Le juridique, c'est quelque chose que l'on pose et qui est le filet de sécurité qui permet que quand on est en déséquilibre, quand il y a des tensions, ben, on puisse savoir sur quoi on était d'accord de retomber en cas de désaccord, je dirais. Le financier, ça donne les moyens d'agir. Voilà. Et ces deux énergies-là sont souvent mises essentiellement au démarrage du projet. La gouvernance, c'est l'art de prendre des décisions. C'est de choisir le chemin en maintenant l'attelage. Voilà, parce que quand on choisit, il y a deux possibilités et les chevaux ils peuvent prendre une direction et la roulotte derrière peut prendre une autre direction. Et là, c'est pas une bonne décision, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est comment on fait pour quand il y a des choix, rester quand même dans le même attelage et de pouvoir prendre une décision qui garde le groupe, le collectif, maintenir le collectif. Voilà, ce qui me semble important. Et dans l'humanité, dans la relation. Voilà, donc on fait les quatre piliers. C'est super. J'ai envie d'aller un peu plus en profondeur. On parle de gouvernance en termes de relations avec les autres, mais est-ce qu'il y a un composant aussi plutôt intérieur, enfin quelque chose qu'il faut travailler sur soi-même, qui poserait les bases Hmm. d'une gouvernance saine, on va dire. Pour décider en collectif de manière saine, il est important que chacun soit dans sa souveraineté intérieure, Mhm. qui ne se considère pas victime du collectif, des décisions du collectif, mais qu'il participe véritablement. Ça, c'est important d'être dans sa souveraineté intérieure au service du projet collectif, mais dans sa souveraineté aussi, et de savoir pouvoir poser ses limites, pouvoir poser aussi ses freins, de pouvoir poser ses joies, de pouvoir poser ses besoins. Voilà. Ça rejoint toute cette posture-là qui est nécessaire pour que la décision soit saine, parce que si on ne l'exprime pas, eh ben, au moment de la décision, elle va s'exprimer au moment de l'exécution de la décision ou postérieurement. Et ça va générer des tensions qu'il faut remonter à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer au moment de la prise de décision et après bah, de lâcher prise pour voir qu'est-ce qu'il advient. Et voilà, si ça a été ainsi, je dirais, eh ben, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça change en moi, et c'est peut-être des fois des bonnes leçons de vie. Et voilà, donc la souveraineté intérieure pour moi est totalement importante à intégrer pour que les décisions collectives soient justes. D'accord. Vous avez dans votre collectif, vous avez un outil pour ça? Alors Ou c'est tout oui, un tas d'outils, j'imagine. alors, tout un tas d'outils et je laisserai Anne développer parce que elle pourra vous en apporter beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est de voir que des décisions, on en prend au quotidien. C'est pas réservé simplement au moment des réunions. Au moment des réunions, c'est un peu plus solennel, voilà, il y a tout le groupe, mais au quotidien, ben, on doit faire des choix, des arbitrages, et on ne peut pas réunir tout le monde. Comment on fait? Soit c'est de manière occulte,
je dirais, ou un petit peu, voilà, c'est pas apparent. Et du coup, ça peut générer des tensions. Et comme on n'a pas défini des règles, on ne sait pas comment gérer ces tensions. Mhm. L'objectif, c'est véritablement de conscientiser qu'il y a tout un tas de processus, dont des processus peut-être qu'on n'aura pas définis, mais si ça génère une tension, comment on fait pour le réguler? Voilà, c'est pour ça qu'il faut véritablement avoir une méthode. Et pour prendre la spirale dynamique qui montre plusieurs organisations humaines, on a l'impression qu'elle est montante, ascendante. En fait, ce qui est important, c'est pas tant la couleur du collectif, mais c'est de savoir mélanger les couleurs. Parce que suivant les décisions, eh ben, on sera plus dans le rouge ou dans le bleu ou dans le vert ou dans le jaune ou dans le turquoise, peu importe. Il n'y a pas une couleur qui est belle. Toutes sont nécessaires suivant les circonstances. Et il faut avoir toutes ces cordes à son arc, je dirais. Ok, je commence à imaginer, enfin comprendre un peu la gouvernance comme un chemin à la fois intérieur et extérieur, et aussi un chemin d'un collectif en fait, son début, son développement sa vie, quoi. C'est quelque chose de très vivant. Et donc, j'ai envie de poser la question à Anne de son expérience. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la vie d'un collectif où il faut commencer à se poser la question de la gouvernance pour toi? Hmm. Alors moi, j'ai envie de te répondre d'abord à quel moment en général on se pose la question. Ou voilà, ça c'est Alors, l'autre. on se pose la question au moment où les tensions elles apparaissent en général, au moment où c'est pas Ça fluide. va. Chaque groupe va avoir des périodes où en fait ça peut être un peu confus, mais ça se passe super bien. Tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, on n'a pas forcément cet élan de se poser des questions sur la gouvernance. Et c'est le jour où bah, il y a des grains de sable dans l'engrenage, où ça coulisse plus très très bien. Et à ce moment-là, on se dit, aïe, il y a peut-être un problème. Tu vois, quand je te racontais ma démarche personnelle, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, d'aller me dire, mais pourquoi là, ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe sous le capot de la machine? Mm, mm, mm. Donc ça, on peut faire comme ça. Mais on peut aussi se poser les questions en amont. On peut aussi se poser la question de savoir comment un petit peu mieux anticiper les choses pour que finalement, au niveau de l'humain et du relationnel, ça soit moins brutal. Et- Donc voilà, moi, je t'avais partagé un petit visuel que et- j'aime bien montrer pour montrer les différentes étapes de la vie d'un projet. Et un habitat participatif, ça fonctionne comme ça aussi. Alors, Donc, je l'ai, donc je peux le ouais, partager. super. Est-ce que Ouais, tu veux en parler, tu veux nous expliquer? voilà. Mm. Attends, je vais juste agrandir un petit peu pour mieux y voir. Ouais. Voilà. Il y a les étapes. L'étape dont je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu l'étape tempête. L'étape tempête, c'est l'étape des conflits, c'est on est en désaccord, on sent qu'il y a quelque chose qui frotte et tout ça. Et à ce moment-là, on a souvent envie de s'occuper de gouvernance. Et en même Mm. temps, c'est l'étape où les égos, ils sont quand même pas hyper tranquilles. Et Ouvert. où la confiance, elle peut être un petit peu difficile. Mm. Euh, c'est peut-être plus facile on peut le faire, mais en conscience qu'il va falloir gérer à la fois le pôle relationnel et le pôle gouvernance, et il va falloir que ça avance tranquillement les deux. Mm. On peut aussi en parler tranquillement dans l'énergie de la création du groupe, la phase lune de miel, où là c'est tout beau, tout rose, on est tous portés par une vision. Et là, ça peut être chouette aussi de prendre ce temps pour se dire ensemble, en fait, où est-ce qu'on veut aller, comment on a envie de vivre nos prises de décision, c'est quoi ce qui est le plus fort pour nous. Et c'est un moment où c'est peut-être plus tranquille d'aller voir les forces du groupe, les faiblesses, les enjeux, les contraintes, parce que tout ça, ça va être à prendre en compte pour pouvoir gérer les prises de décision du quotidien. On peut aussi le prévoir encore avant, c'est-à-dire au moment de la naissance du projet, au moment de la source. Mhm.
Alors, ça dépend des projets. Et moi, vous allez voir que le mot ça dépend, je l'utilise beaucoup, beaucoup, Hmm. parce que l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins existants. Donc, dans certains projets, il est important dès la source de pouvoir clarifier en fait certaines choses. Il y a certains projets où les personnes sources, elles vont avoir besoin de venir nommer que oui, il y a une part quand même de verticale, que oui, elles vont avoir euh, un pouvoir décisionnel qui va être différent parce qu'elles sont à la source de ce projet et elles vont besoin de garder un peu le cap. Il y a d'autres projets où la source ne va pas avoir ce besoin-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pas, c'est pas une loi de la source va forcément avoir de la verticalité, mais par contre, je pense que c'est important quand on est fondateur d'un projet, qu'on se pose cette question, de savoir ce qu'on a envie et comment on est un petit peu par rapport à ces idées-là. Voilà. Après, donc si je reprends, il y a la source, il y a la création du groupe, on est dans une énergie créative et ça peut être chouette de se poser un petit peu un cadre. Du coup, les ajustements derrière, ils vont être beaucoup plus doux parce que dès qu'on va avoir des tensions et tout ça, on va savoir, Michael a tout à fait décrit les étapes de comment on fait quand on a prévu, etc. Donc, je ne reviens pas dessus. Et après, il y a cette phase un peu d'efficience. Le groupe, il a ses outils, il fonctionne, ça marche, ça fonctionne. Hmm. J'aime pas trop le mot performance, mais en tout cas, le groupe, il se sent bien, il fait des choses et tout ça. Et il faut pas oublier que même à ce moment-là, on peut avoir besoin de faire de nouveaux ajustements en gouvernance. Parce que justement, c'est vivant tout ça. Ça bouge. Voilà. Si on veut pas revenir dans les tensions, on peut de temps en temps se caler des petits rendez-vous et se dire, OK, où on en est et comment ça avance. Et dans un groupe, il peut y avoir, mais c'est pas obligé, la phase de la séparation et du départ. Mhm. Et voilà, ça peut arriver. Et vous voyez qu'il y a des flèches dans tous les sens parce que c'est absolument pas linéaire. On passe son temps à se promener. C'est un peu comme la spirale dynamique. Je fais Ouais. juste un petit aparté. Le mot gouvernance intégrative, ce Oui. mot intégratif est vraiment inspiré de la spirale dynamique. C'est Ah bah, vraiment l'idée qu'il y a tous ces niveaux et il y a un niveau intégratif. Et le niveau intégratif, c'est celui où on accepte qu'on a toutes les couleurs et qu'on passe notre temps à se promener dans tout ça. Hmm. Voilà. Bah, super, je savais pas, mais je trouve ça bien illustré, ouais. cet arc-en-ciel, effectivement, d'intégrer l'arc-en-ciel pour avoir la lumière. Hmm. Eh ben super, super, super. Donc, j'ai une question, peut-être toujours pour Anne. Donc, on a décrit le parcours, voilà, on a des moments qui sont plus propices que d'autres. Il y a des moments où ça nous pousse à nous poser le problème de la gouvernance. Et moi, j'ai envie de savoir quels sont ces problèmes, en fait. Quels sont les écueils les plus communs qui font qu'il y a un mur et que voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'on prend comme en termes de prise de décision. Euh, L'un des pires écueils, c'est d'être tellement stressé de prendre la mauvaise décision qu'on finit Mm. par plus rien faire. C'est l'inertie totale du groupe parce qu'on se dit, oh là là, on voudrait faire ça, mais comment on va faire pour être tous d'accord? Comment on va pouvoir prendre soin de tout le monde? Et là, tout d'un coup, on arrive dans un espace où en fait, on n'ose même plus proposer des trucs. On Mm. n'a plus l'élan de faire. Ça, pour moi, c'est le moment le plus sensible, c'est quand il y a l'inertie totale. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure. Souvent, ce cas de figure, il est associé à l'énergie de toute décision doit passer par l'accord total de tout le monde et tout le temps. Mm. Très Et important. ça, c'est un piège. Voilà, c'est vraiment un piège. Et souvent, on a tellement envie de vivre ça. En fait, on part d'un élan on a envie de vivre ce moment où on a tous envie de la même chose en même temps. Et moi, je crois que c'est bien de prendre un tout petit peu de recul, là, de s'éloigner et se dire, il y a vraiment des décisions, ça mérite de se mettre en cercle, de parler, d'y passer le temps qu'il faut, parce que cette décision, elle nécessite l'adhésion de chacun. Pour la survie du projet, c'est vraiment important de soigner ça.
Et puis, il y a d'autres espaces, les décisions du quotidien. Est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est vraiment en gouvernance intégrative, ce qu'on pose, c'est nous, on n'est pas là pour décider à votre place ce qui va être important, avoir beaucoup d'enjeux et ce qui est plus léger. Mais on va inviter les habitants des collus à se poser la question de voilà, quelles sont les prises de décision où vous avez vraiment besoin de cette concertation complète du groupe? Quels sont ceux où vous pouvez peut-être déléguer à des rôles, des gens qui vont pouvoir avoir un peu plus d'autonomie dans la gestion des décisions? Et est-ce qu'il y a des espaces où tout un chacun peut avoir un peu d'initiative? Est-ce que c'est acceptable pour vous et comment vous le gérez? Donc, il y aura des décisions qui seront prises de façon complètement différente. Ah bah, super. Et j'ai envie de poser une question à tous les deux. Quels sont les signaux que la gouvernance n'est plus adaptée, en fait? Peut-être Mika, si tu veux commencer là-dessus, et puis Anne. Alors, les signaux, c'est les tensions, je dirais, Mhm. qui sont pas simplement dans la prise de décision, mais aussi après la prise de décision. Voilà, où ça convient plus. Voilà, on sent qu'il y a une partie du collectif qui est résistant et qui donne pas l'énergie. Je dirais même, voilà, quand il n'y a plus la joie. Voilà, quand il y a la joie, c'est qu'on est dans la bonne direction, c'est bien aligné. Voilà, et pas la joie, la gaieté du jour, c'est la joie Mhm. profonde. Je suis en alignement entre ce que je souhaite vivre et ce que je vis. Voilà. Et s'il y a plus cette joie-là, indépendamment des petites vicissitudes personnelles, hein, bien évidemment, c'est quand je me mets Oui. dans le collectif, quand il y a plus cette joie-là qui se vit dans le collectif, ensemble, et séparément, même je dirais, euh, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler souvent au niveau de la gouvernance en premier. Voilà. Bien sûr que ça peut venir de tensions humaines, ça peut venir d'aspects juridiques qui n'ont pas été clarifiés ou de tensions financières ou autre. Mais si on peut prendre des décisions dans la joie, c'est pas un problème, les problèmes financiers. Si on trouve le moyen de pouvoir résoudre les tensions. Si on trouve plus le moyen de décider et qu'on ait confiance au processus de décision, là, le collectif est en danger. Et je dirais, il faut intervenir là, vraiment très fortement. Voilà. J'ai une question, Mika, et après Anne, je reprends, mais là vraiment, je me pose la question. Enfin, parfois, il y a cette phrase qui vient, on n'a pas le choix. Oh, oui. Et c'est le bloc, quoi, le Ouais. mur ultime. Eh ben, je pense véritablement qu'il faut arrêter de choisir. Parce que Ok. choisir, c'est de mettre tous les éléments rationnels pour, contre, et puis de faire une balance. Et rationnellement, on dit, ben Mm, voilà, il faut choisir ça, en mm, fait. Moi, je prêche plutôt de décider, c'est-à-dire de prendre en compte bien d'autres éléments que les éléments rationnels. Il faut les prendre en compte dans la pleine conscience. C'est-à-dire que dans la pleine conscience, le mental a sa place, mais le cœur a aussi sa place, les tripes ont aussi leur place. Je dirais c'est l'ensemble du contexte qu'il faut prendre en considération pour se positionner de manière subjective. Arrêtons de penser qu'on prend des choix rationnels. Voilà, ça nous met en haut d'une colline sur laquelle on ne peut pas nous décrocher puisqu'on a pris la décision en fonction de tel et tel critère. Donc, on a la vérité de se positionner ainsi. Alors que si on est dans la décision subjective, ben oui, par rapport à tous les éléments que je ressens, ben aujourd'hui, je suis dans cette position et je décide subjectivement cette, cette décision. Je prends en compte cette décision. Mais ça peut évoluer. Voilà. Et je pense que c'est cette souplesse-là, véritablement, qu'il faut avoir et arrêter d'être que dans le mental, donc de choisir rationnellement, mais d'accepter de décider subjectivement.
Super, très intéressant. Merci, Mika. Anne, enfin, l'outil, le baromètre de la joie, ça vous parle aussi? Est-ce qu'en Ah, gouvernance intégrative, tu peux aussi, quand tu fais tes interventions, voir qu'il y a une boussole, quoi. Il y a quelque chose quand il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'envie de prendre des décisions ensemble. Ça te parle? mais oui, il m'a piqué mon argument, hein, Mika. Non, je plaisante. C'est Hmm. vraiment ça. Nous, quand on demande à un groupe comment ils vivent leur gouvernance, euh, voilà, c'est où vous êtes par rapport à la joie de vous réunir déjà. Alors, ok, les décisions ne se prennent pas que en réunion, mais quand on sait qu'on va en réunion et qu'on se dit ah non, c'est pas ça, Hmm. voilà, on peut. Ça, c'est vraiment un baromètre très facile à ressentir. Après, moi, je suis très sensible à ce que Mika décrit sur le côté très subjectif des prises de décision. Moi, j'ai pris un certain nombre de décisions dans ma vie sans analyser parfaitement dans la balance si c'était où étaient les arguments. Parce Hmm. qu'à un moment donné, je suis connectée à mon élan intérieur et j'ai fait plein de choses sans savoir si c'était la bonne décision et je l'ai rarement regretté. Euh, mais je vois aussi le côté inclusif, c'est-à-dire comment on accueille dans une gouvernance des personnes qui vont avoir, par exemple, besoin d'arguments cartésiens, alors que d'autres sont connectés au cœur, alors que d'autres sont dans l'énergie de faire et d'autres sont dans l'énergie de est-ce qu'on est tous d'accord? Et ça, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte quand on réfléchit sa gouvernance. Il faut le faire avec en allant sonder aussi les différentes polarités qui sont présentes dans le groupe et les différents besoins pour ne pas tomber dans un schéma où on va demander aux individus en fait d'être différents de ce qu'ils sont. Quelque chose comme et arriver à accueillir tout le monde là où il est, au moment où il est. C'est pour ça aussi qu'une gouvernance, elle sera forcément évolutive, parce que les humains, ils vont changer, ils vont bouger. Et là où certains étaient pas du tout dans le subjectif, parce que c'était pas leur culture, c'était pas leur nature, ils sont pas bien avec, comment peut-être au bout de quelques années, ils vont avoir envie d'aller explorer ça. Et tout ça, c'est des choses qui se vivent et c'est le bonheur de la vie collective. C'est super parce que moi, dans mon travail d'accompagnatrice de groupe, parfois j'ai l'impression que pour des personnes voilà, qui découvrent la prise de décision collective, il y a, et qui ne savent pas de quel côté commencer, pour le faire dans la meilleure façon possible, ils ont l'impression qu'il faut appliquer une méthode et que si on applique parfaitement la liste de A à Z de la méthode, et ben c'est bon, la gouvernance, elle va être partagée, on va être dans la joie, ça va bien marcher pour tout le monde. Et là, ce que j'entends, c'est que une méthode parfaite n'existe pas, que c'est évolutif, que ça se base aussi sur le degré de connaissance de soi des personnes, de connaissance de soi au sein du collectif. Donc, il y a quelque chose voilà, effectivement, d'intégratif, adaptable. Voilà, je trouve que c'est une spécificité dans le monde des gouvernances, on va dire, de la gouvernance intégrative, ce côté-là de, de- d'adaptabilité, intégration, etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Et du coup, j'ai envie de rentrer plus dans le concret, à moins que Mika ait des apports là-dessus. Très bien. Très bien. Tout Donc, va j'ai bien. envie voilà, de poser la question à Anne en gouvernance intégrative, du point de vue de votre asso, quand il y a un groupe qui vous appelle, qu'est-ce qui se passe? Comment vous agissez? Euh, Peut-être juste revenir un tout petit peu sur nos postures d'accompagnateurs. Oui, super. Nous, déjà dans notre formation et dans les démarches qu'on entreprend, on essaye d'avoir une posture assez
comment dire, assez clair sur moi, par exemple, j'ai mes préférences. Il y a des choses que je préfère, des choses avec lesquelles je suis à l'aise et d'autres moins. Mm. Mais quand je vais être en posture d'accompagnement, je vais essayer de laisser cette part-là un petit peu de côté. Voilà, je vais Faire un pas de la côté. poser là et aller vers le groupe avec quelque chose de beaucoup plus ouvert sur le fait que tout processus décisionnel, en fait, va avoir des avantages et des inconvénients. On en Ouais. a, on en a étudié plein, il n'y en a pas un seul qui coche toutes les cases avantages et zéro inconvénient. Donc, en fait, il y a vraiment un accueil de tout processus, va avoir ses atouts et ses faiblesses. Donc, en fait, pour ce groupe-là, premier constat, c'est la diversité des groupes. Diversité des Ouais. groupes. Un écolieu, c'est pas le même qu'un autre écolieu. Et je peux pas calquer ce qui se passe chez les copains, le prendre, le ramener chez moi et dire, hey, j'ai trouvé, c'est comme ça qu'il faut faire. Je peux Mm. essayer. En général, ça marche pas. Donc, comment on va faire avec ça? On va se dire, OK, eux, ils utilisent ça parce que leur contexte, c'est ceci, c'est cela. Il y a des personnalités. Nous, quelles sont les nôtres? Donc, il y a Mm. vraiment une phase qui va être très importante, qui va être d'aller dans le diagnostic. Et ça va rejoindre vraiment la première étape. Quand un groupe nous appelle, on va entamer un diagnostic, une observation fine. Et ça va passer par un temps d'abord, on va discuter certainement avec quelques représentants du groupe, mais à un moment donné, on va envoyer un questionnaire à tout le monde et on va aller collecter un petit peu des infos qui viennent de l'ensemble du groupe pour aller voir ce qui se passe chez chacun. Donc ça, c'est quand même une étape qui est primordiale. Si on zappe cette étape de diagnostic affiné, on va passer à côté de quelque chose et on risque d'arriver avec une idée préconçue. Donc, c'est important d'aller en finesse. Et ce diagnostic, il va être renforcé et partagé par le groupe la première fois où on va intervenir. Notre première Mm. intervention, c'est une intervention en plénière. On va rencontrer le groupe au maximum dans son intégralité. Tout le monde est invité. On va vivre des situations ensemble. On va aussi donner un peu de la matière pour qu'on mette les mêmes idées derrière les mots. On va essayer de s'accorder déjà sur du vocabulaire, des concepts, explorer ensemble aussi, s'écouter. Tiens, qui aime ce processus-là, qui n'aime pas, pourquoi, etc. Ça ne veut pas dire que ça bougera jamais, mais on écoute, on fait une photo de l'instant. On a ce temps de diagnostic. Euh, et ça, on passe en général demi-journée ou une journée entière. Ça, c'est à ajuster un petit peu en fonction des besoins et des disponibilités des groupes. On est assez vigilant sur l'énergie de groupe. On sait que les temps collectifs, ils sont ultra précieux dans les, dans les habitats partagés. Et donc, voilà, on va aller voir aussi ce qui est OK pour le groupe de vivre en impactant. Et à l'issue de cette étape-là, on va avoir une vision un petit peu de ce qui coince dans la gouvernance du groupe et de ce qui fonctionne bien. Et vraiment, l'idée, c'est ce qui fonctionne bien, on se le garde. On le garde, on jette On pas le tout. garde. On dit pas, allez hop, page blanche, on repart de zéro. On garde tout ce qui va être positif, tout ce qui fonctionne bien, et on va venir un petit peu ajuster, faire des petits accords là où il y a besoin. Et ça, on va le faire avec l'aide d'un groupe de travail. Nous, on l'appelle groupe de travail. Après, chaque école va se choisir son petit nom qui lui plaît. Et ça, on va accompagner la totalité du groupe à faire l'élection, l'attribution du rôle à quelques membres du groupe. Donc, on a des critères pour les choisir, etc. On explore ça. C'est aussi l'occasion d'expérimenter ensemble des processus. Et on va donc choisir ce petit groupe de travail qui va être 3, 4, 5 personnes. Et là, l'accompagnateur, il va être vraiment référent pour ce petit groupe et accompagner le petit groupe à partir de tout ce qu'on aura repéré comme points qui ont besoin d'être ajustés. On va aller explorer comment y répondre. Et quand ce travail-là commence à être à peu près dessiné, on le présente à l'ensemble du groupe et ça part en test. Et nous, notre approche, c'est vraiment tester, ajuster, tester, ajuster. Voilà. Mm. Et donc, on fera un bilan à un moment donné, on refera une plénière parce qu'on va clore le temps d'accompagnement. Mais en soi, le travail, il n'est pas fini. On va Ah, aussi accompagner le groupe vers une prise d'autonomie, c'est-à-dire comment
à la fin de l'accompagnement, on peut monter en puissance d'action là-dessus, sur voir les points de tension, proposer des ajustements et poursuivre pour que ça continue à évoluer. Voilà pour les étapes. Bah super, super. Je comprends bien, vous n'arrivez pas avec une méthode toute faite, mais c'est une co-construction avec quelques personnes, un diagnostic, ce qui marche, ce qui a besoin d'être travaillé. Et en fait, votre posture, c'est celle d'amener vers l'autonomie le plus Oui, possible. Euh, alors je précise quand même qu'on n'arrive pas avec une méthode toute faite, mais on arrive avec une espèce de mallette d'outils. On l'appelle la boîte à outils de la gouvernance intégrative. Et ok. parfois, j'aime bien prendre cette image de... Je trouve que le mot boîte à outils est un petit peu light pour le travail qui a été fait, parce que c'est pas une boîte à outils, c'est la quincaillerie, quoi. Il y a des outils plein les murs, il y en a partout, de toutes les formes, de tous les formats, il y a des variantes, etc. Et on va essayer d'aller accompagner le groupe sur, voilà, ce que je dis quand j'ai besoin de faire quelque chose dans ma maison, je rentre dans un magasin de bricolage, j'achète pas tout le rayon. Je vais me dire, OK, j'ai besoin de quoi en fait pour ce que j'ai à faire, pour mon budget, pour le temps dont je dispose, etc. Et je vais aller choisir un outil. Je vais le ramener chez moi et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, le travail de l'accompagnateur, c'est aussi ça. C'est comment on passe de l'impeccabilité à ce qu'on donne au groupe et ce dont il va se saisir pour ses décisions quotidiennes. Bah, super, très belle image, celle de la quincaillerie, avec chaque outil. Voilà, sert à quelque chose. Là, maintenant, j'aimerais bien parler quand les choses ne marchent pas du tout et qu'il y a un gros conflit. Mm. En fait, peut-être déjà poser la question à Mika, parce que je sais que tu as aussi l'expérience de médiateur. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on voit qu'il y a un conflit qui n'est pas seulement de gouvernance, mais qui est aussi un conflit personnel au sein d'un écolieu? Et qu'est-ce qui ça nous amène à questionner quoi, en fait, la place de chacun, la gouvernance en son ensemble, euh, que- qu'est-ce qu'on fait? On jette tout. Il n'y a pas de réponse, je dirais, comme ça, qui fonctionne pour tout. Hein, voilà. En tout cas, pour moi, il y a besoin d'un travail de permaculteur intérieur, Mhm. c'est-à-dire de Ok. s'observer chacun individuellement et d'observer le groupe, l'intérieur du groupe, son fonctionnement, comment il fonctionne. Voilà, avant de tout casser, de vouloir changer, de vouloir toute chose, ben, c'est d'observer. Et c'est là où l'observateur extérieur, je dirais, est intéressant. Et le travail que propose euh, la gouvernance intégrative que nous a décrit Anne, ben, voilà, ce processus-là, il est intéressant et il faut des personnes il suffit pas que de regarder, il faut savoir où regarder, comment regarder pour pouvoir et savoir les outils qui sont à disposition pour pouvoir amener. C'est complexe. Voilà, on ne peut Mm. pas le résumer en quelques secondes et en tout cas, j'apprécie beaucoup la démarche qui a été décrite. Et Anne, du coup, quand il y a un conflit, la gouvernance intégrative, elle fait quoi? Alors, ça fait partie des choses qu'on va observer quand on fait le diagnostic. On va aller voir quel est le niveau de tension. Parce Mm. que si la tension est trop forte, c'est peut-être pas tout à fait le moment de parler de gouvernance. Dès que les gens ils partent sur l'idée qu'il y a des enjeux de pouvoir, qu'il y en a qui prennent le pouvoir, qu'il y a des problèmes, Mm. etc., là, on est dans des schémas qu'il va falloir travailler avant de pouvoir aller en confiance, se dire, OK, comment on fait pour décider ensemble? Donc, nous, on va aller vérifier quand même le niveau de tension, euh, parce que, en fait, une bonne gouvernance, ça permet d'atténuer la montée des conflits. Par contre, quand un conflit il y a, il suffit pas de bouger la gouvernance pour que les conflits ils disparaissent. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, il y a Mm. peut-être un travail à faire en régulation de conflits. Et là, dans notre équipe, il y a des gens qui ont une casquette.
spécial Je gère les conflits, qui Mm. peuvent proposer du coup au groupe, on va changer de mission en fait, au lieu de vous faire un accompagnement gouvernance, on va commencer par faire un accompagnement autour des conflits. Euh, Mhm. Après, il peut y avoir aussi d'autres espaces où on va vraiment s'adapter en fait. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on travaille la gouvernance, mais on vous met en avant qu'il faut travailler sur votre régulation de conflit et donc on encourage le groupe à travailler les deux en même temps. Et D'accord. il peut arriver aussi qu'on dise aux personnes, on ne va pas travailler avec vous là. Il vous faut d'abord travailler sur les conflits. Et ça, c'est vraiment un autre choix d'accompagnateur. Et selon, voilà, si on a la capacité ou pas de changer de casquette, il y a plusieurs personnes qui sont formées en médiation dans notre réseau d'accompagnateurs. Euh, Mhm. donc, on échange aussi. On est aussi un collectif, nous. Donc, on a aussi des temps de partage et d'échange et de décision collective. Bon, bah, super. Et ben, je crois que Mika aussi, il est à la fois dans un collectif et à la fois accompagnateur. Donc, je vais vers une des dernières questions pour savoir dans quel sens ton métier d'accompagnateur, donc avec l'association Les Passages, est aligné avec le réseau des accompagnateurs en gouvernance intégrative. Quel est le pont, à part le fait qu'on a la même matière humaine à travailler. Il y a véritablement une même approche, d'abord d'ouvrir les possibles. Et ça, c'est important parce que c'est normal, si on n'a pas de culture là-dedans, on croit qu'il n'y a qu'une solution ou que quelques-unes de solutions, alors qu'il y en a presque une infinité. Et en mélangeant les couleurs, je dirais, ça donne vraiment un grand arc-en-ciel. Et du coup, c'est vraiment d'ouvrir les possibles. Voilà, on est là pour ça. Après, c'est vraiment d'apporter une méthode spécifique pour chacun. Chacun doit s'approprier sa méthode. La bonne méthode, c'est celle qu'on s'approprie. Hein, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est l'impermanence, c'est-à-dire de ne pas croire quand on a trouvé la bonne martingale, je dirais, à un moment donné, elle est valable pour ce moment et non plus pour dans un autre temps, hein, le lendemain, ni pour un autre sujet. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'évoluer. Et je dirais, ce que l'on partage véritablement ensemble, c'est pour nos deux façons de réfléchir en tout cas, dans chaque décision, il est important de se demander quel est le processus qui est approprié pour l'écologie et la cohérence du collectif. Voilà, c'est le côté humain qui a derrière. Comment on ressort derrière la décision? C'est pas de prendre la décision qui est importante, c'est comment le collectif ressort derrière. Voilà. Est-ce que c'est un moment qui permet de consolider le collectif ou de le fragiliser? Voilà. Et de savoir, voilà, qu'est-ce qui est le plus important entre savoir prendre une décision et consolider le collectif. En tout cas, pour nous, toutes les décisions ne sont pas forcément prises en GPC. Euh, Toutefois, la GPC reste, je dirais, un régulateur privilégié, mais pas unique. Voilà. Et dans le quotidien, c'est certainement pas la GPC qu'il est nécessaire d'utiliser avec tout le collectif chaque fois qu'on doit choisir l'implantation des fleurs, si on les met, à quel endroit et quelles fleurs on choisit. Voilà. Donc, il est important de pouvoir s'affranchir de la GPC parce que il y a eu à un moment donné un peu trop, tout était basé là-dessus. Et je crois que si c'est un bel outil, il ne fait pas tout, je crois. Et puis la dernière chose, c'est que véritablement, dans l'énergie, nos deux structures sont vraiment au service de la pérennité des collectifs dans la joie. Et ça, c'est superbe. C'est très bien. Anne, ça te parle, tout ça? Mais oui, Oui. voilà. C'est Voilà, quels sont... vraiment. Mika a donné un peu des mots-clés pour décrire l'association Les Passages de son accompagnement. Quels sont les mots-clés pour décrire le réseau d'accompagnateurs en gouvernance intégrative? Moi, j'avais pensé au mot joie.
Alors, je vais dériver un petit peu. Il y a le côté ludique aussi, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, c'est-à-dire pour nourrir la joie et puis pour lâcher un peu les égos, retourner vers l'énergie du jeu, en fait, Hmm. prendre du recul avec les prises de décision. Et je trouve que ça vient nourrir un autre élan dans nos projets collectifs. Donc, moi, j'aime bien proposer un certain nombre d'activités ludiques, de jeux, d'animation, etc. La créativité, moi, c'est quelque chose qui m'appelle aussi beaucoup dans le sur-mesure, mais aussi avec certains processus. Il faut bien les connaître quand même, parce que si on est trop créatif sans savoir ce qu'on fait, après, l'outil ne marche plus si j'ai déplacé toutes les pièces. Mais quand on sait comment ça marche, on peut être créatif et aller affiner les outils pour les rendre vraiment ajustés au groupe. Et après, je pense que ça rappelle ce que Mika a dit quand il parlait de la pérennité du collectif. Moi, je pense à la robustesse, c'est-à-dire cette capacité à avancer pas à fond. On n'a pas envie d'être à fond, à fond, à fond sur tout ce qu'on peut donner et tout ça, mais plutôt de se dire qu'on a envie que ça dure longtemps et que ça soit Hmm. nourrissant de l'intérieur. Voilà, comment on peut rester des collectifs avec une force tranquille là, qu'on auto-nourrit et qui nous amène à aller vers l'avenir. Ben, moi, je trouve ça bien beau et ça donne de l'espoir et de la joie. Ça ouvre des possibles, c'est concret et à la fois ouvert. Donc, ça me plaît. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus. Combien ça dure un accompagnement, combien ça coûte, comment on peut vous contacter, les deux associations respectives, etc. Dites-moi tout. Ok, je vais revenir un peu plus dans le terre à terre. Voilà, casquette professionnelle maintenant. J'ai même un Ah, petit visuel à partager si tu veux. Tu me dis quand c'est le moment. eh ben, oui, si tu veux, tu peux le partager, pas de Allez, souci. vas-y. Euh, Donc, je le trouve. avec entre la gouvernance intégrative et le réseau des passages, on a fait un partenariat. Donc, on est quatre accompagnateurs gouvernance intégrative à être OK pour travailler en partenariat avec vous, réseau des passages. Et donc, il y a moi-même, il y a aussi Sacha, il y a aussi Guillaume et François. Alors, je crois qu'ils sont je commence par la suite. Je me demande s'ils sont pas sur la deuxième page, Serena. Ah, il y a une deuxième page. Ah bah Ouais. oui, parfait. Voilà, comme ça, on est Trois. là. On est là tous les quatre. Donc, tous les quatre avec l'expérience de vie en écolieu, dans différents types de lieux, etc. Euh, voilà, Sacha et François. Sacha est vraiment source de gouvernance intégrative. François a été dans les premiers à le rejoindre dans cette aventure. Mhm. Et voilà. Et donc, on est animé par cet élan de soutenir des habitats participatifs. Donc, ça peut être possible de nous contacter. Je pense que dans le visuel, il y a aussi quelque part une adresse mail si vous voulez prendre contact avec nous pour Voilà. déjà un premier temps discuter de votre projet. Et puis, Et là, équipe passage, PS, voilà. gouvernance-intégrative.com. Et je la mettrai aussi à côté de la vidéo. Voilà. Donc, quand vous écrivez à cette adresse-là, en fait, c'est moi qui reçois parce que je suis chargée de la réception de ces messages-là. Et derrière, ben, on échangera avec vous et entre nous pour voir ce qu'on peut imaginer. Et pour les passages, on a imaginé deux accompagnements. Un qui s'appelle Partir ou repartir du bon pied. Hmm. Ça va être un accompagnement soit pour des groupes tout nouveaux qui veulent dès le départ se mettre OK, clarifier des choses, qu'est-ce qu'on veut vivre en gouvernance, etc. Soit des groupes plus anciens qui se disent, nous, on aimerait bien un petit diagnostic et puis venir faire des ajustements. Donc ça, c'est un accompagnement. Hop, je- pardon, je galère un peu avec le visuel. J'essaye de le lire en même temps et il bouge. Voilà. Donc ça, c'est l'accompagnement qui va être un peu one shot, où on peut venir en support. Et donc, ça va être un accompagnement qui ne dure pas très longtemps, mais où on va venir vraiment appuyer sur certains points et débloquer le groupe. Et donc, c'est un budget qui va être relativement
abordable, puisqu'on était parti sur quelque chose autour de 1500 euros, un accompagnement de ce type. Et après, sortir des sentiers battus, c'est vraiment l'accompagnement un peu plus important. On part pour 6 mois d'aventure. Et là, on va avoir toutes les étapes que je vous avais décrites dans le visuel. À chaque fois qu'on intervient, ça peut être à distance, en partie, mais il y a aussi besoin de temps en présentiel pour vraiment aller capter l'énergie du groupe et faire du partage. Donc, selon les distances, on ajuste. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Le coût de l'accompagnement long, c'est autour de 3 000 euros. Donc après, ça s'ajuste en fonction des besoins du groupe, des circonstances, etc. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Super, tout ça. Eh bien, très bien. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'on a tout dit? Euh, oui, j'ai une question. Anne, Mm. comment on peut vous contacter au-delà de l'adresse mail? Est-ce qu'il y a des endroits où vous êtes visible, etc. Dis-moi. Alors oui, ce qu'on aime faire, nous, c'est des ateliers d'initiation pour donner un petit peu le goût et aussi comprendre, en fait, parce que là, on a parlé de façon très générale de gouvernance, on a parlé de comment se passe un accompagnement, un diagnostic, mais on n'est pas du tout rentré dans les outils, ce que ça veut dire quand on parle de différents outils, etc. Donc, on fait des ateliers d'initiation. Nous étions venus, Sacha et moi, à votre festival Passage l'année dernière à Ragovas. Bien. Donc, ça peut être la prochaine fois. Je pense qu'il y aura l'un de nous aussi qui sera présent. Oui, Très beau moment. Euh, vous pouvez aussi aller sur le site de la gouvernance intégrative. On met en commun les dates de tous nos ateliers qu'on fait, donc à différents endroits de France. Moi, je vais en faire un sur Montauban au mois de janvier, par exemple. Euh, ok. Donc là, on tape gouvernance intégrative, on vous trouve. Oui, gouvernance intégrative. Il y a tous les intervenants qui ne sont pas tous affiliés au réseau Passage, mais vous pouvez en trouver d'autres aussi. Les Mhm. dates de ça. Sacha, lui, il reste la personne qui transmet en termes de formation. Si jamais il y a des personnes qui ont vraiment envie de faire une formation sur ce que c'est que la gouvernance intégrative pour aller davantage dans le cœur de la compréhension. Et voilà. Et quoi d'autre? Après, vous pouvez trouver nos contacts de Ouais, chacun, via le profil. site. Voilà. Super. Et Mika, s'il y a des personnes qui étaient bloquées par l'idée de prendre des décisions collectives avant de se lancer dans un projet d'habitat, mais que maintenant ils ont découvert que c'est tout à fait possible, où est-ce qu'ils peuvent trouver les passages, donc les accompagnateurs, et plus d'habitat participatif dont tu es cofondateur? Alors pour la gouvernance, je renvoie vraiment Bien sûr. à la gouvernance intégrative parce qu'ils ont un accompagnement vraiment complet, spécifique là-dessus. Pour les passages, nous avons tous les mardis 19 heures le sas d'accueil qui permet de venir poser des questions pour les collectifs qui sont en formation, qui sont qui Mhm. se posent des questions à tous les stades. Voilà, c'est intéressant et à chaque fois les retours que l'on a, c'est les questions des uns nourrissent les autres et c'est voilà, parce que souvent on vient avec une question, mais il y a tout un tas d'autres questions qu'on ne s'était pas posées et que on découvre les solutions et ça c'est formidable, je trouve. Ça fait partie de l'intelligence collective. Et donc les passages, voilà, on accepte vraiment de répondre à toutes sortes de questions. Et puis il y a un moment où c'est intéressant véritablement de suivre un processus de formation, notamment quand on achète son bien immobilier, quand on constitue ses statuts et tous les autres documents, parce que les statuts ne représentent que 10% du juridique, hein, et il y a beaucoup d'autres documents qui sont essentiels pour établir ce filet de sécurité, et puis également au niveau du financement, du projet, des travaux, de l'agrandissement, voilà, de comment on répartit le loyer, comment on répartit les charges. euh, Mhm. et puis, on va donner la base de la gouvernance pour commencer à avancer. Aussi,
avec Audrey Giquel aussi, ce qui est l'écosystème humain, comment on fait de la permaculture intérieure, comment on fait de l'écologie relationnelle, comment on composte les tensions, voilà tous ces éléments-là. Et donc, vous avez lespassages.org qui permet d'avoir un peu toutes sortes d'informations. Alors, les passages, soit avec 2 tirets entre les pluriels, soit sans aucun tiret. Ça Les marche deux marches. aussi, les deux ça marche. Et puis aujourd'hui, eh ben, il y a aussi la commutatrice, si vous êtes déjà en coopérative d'habitants ou dans une autre forme d'ailleurs juridique d'habitat participatif, sachez que on mutualise nos efforts, les achats, le financement et bientôt il y aura une service écoute qui va être mis en place pour pouvoir entendre aussi des fois quand on a un sentiment qu'il y a quelque Un chose de pas blocage. juste qui se passe, voilà, ben, c'est important de pouvoir le partager avec des personnes qui savent ce que c'est un habitat participatif, parce qu'on a du mal à en parler à l'extérieur, parce que les gens ne comprennent pas, ils vont juger de manière inappropriée. Donc voilà, d'avoir l'écoute de quelqu'un qui sait et de pouvoir faire le clair en nous. Voilà, le but est véritablement ça, c'est d'aider à clarifier en nous qu'est-ce qu'on a vécu. Voilà, quelle est la part en moi qui est secouée et voilà, qu'est-ce qui se passe et comment on peut qualifier tout cela. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de formidable qui se passe du côté de la commutatrice et j'invite les groupes à venir y jeter un petit coup d'œil tous les jeudis, tous les premiers jeudis de chaque mois à 19 heures pareil et vous retrouvez toutes les informations sur le site lespassages.org en attendant que le site de la commutatrice soit mis en Arrive. place, ce qui ne serait tardé en 2025. Eh ben, super. On arrive à la fin de ce moment qu'on a passé ensemble et que je trouve très intéressant parce que chaque organisation dont on a parlé aujourd'hui pose vraiment des éléments pour aider ces écosystèmes ô combien fragiles, mais ô combien importants et sources de beauté qui sont les habitats participatifs. Donc, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai passé vraiment un très beau moment. J'ai appris plein de choses. Et est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose qu'on aurait oublié de dire ou que vous voulez, un message que vous voulez donner? Moi, j'ai une pépite qui m'est venue par Anne, que j'ai adoré, je l'ai écrit. C'est pour lâcher les, excusez-moi, pour lâcher les égos, il faut revenir à l'énergie du jeu. Je trouve formidable comme phrase. Merci Serena parce que tu as dépassé largement ton timing que tu nous avais indiqué. Mais c'était un plaisir. Et le mot de la fin pour toi, Anne? Ah, moi, c'est vraiment la notion de reliance. Je me sens reliée et dans le partage. Donc, voilà, j'ai passé un très, très bon moment. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.